on a remis la bobine de lissage, donc on oublie la conduction discontinue, on repasse sur de la conduction continue. Je vais remettre les 50 volts, mais avant, toujours sur un cadran, on va maintenant commander ce transistor, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer de l'énergie lors des phases de freinage. Donc on va voir la grosse différence avec tout à l'heure. Alors ici, on remet 50 volts. Voilà, le moteur tourne. Et en choisissant un rapport cyclique maximal, donc de 95% ici, on voit qu'on a une intensité, alors je suis passé en calibre 500 millivolts, donc on a 2 carreaux, c'est-à-dire pratiquement 1 ampère dans notre moteur. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant je diminue brutalement le rapport cyclique? On va regarder à l'écran de l'oscilloscope ce qui se passe. Je vais brutalement diminuer le rapport cyclique. Et là on voit clairement que je travaille sur 2 cadrans, c'est-à-dire que maintenant dans ces phases où par inertie le moteur continue à tourner, il se comporte comme une génératrice, puisque le rapport cyclique n'est plus suffisant pour donner une tension moyenne au bord du moteur qui soit supérieure à la force contre-électromotrice. Donc l'ensemble devient générateur. Et bien on voit que quand il devient générateur, effectivement, le courant dans le moteur passe par des phases négatives. Je refais une dernière fois. Voilà, là on tourne à pleine puissance, je diminue le rapport cyclique, je le rends égal à 0, et on voit que le courant passe par des valeurs négatives. Alors si maintenant je refais la même chose, mais en ne commandant pas les transistors donc, qui sont sur cette diagonale, ces deux-là, et bien à ce moment-là, j'aurai pas cette possibilité d'inverser le signe du courant. Donc on fait exactement la même manip. Je mets le rapport cyclique au maximum. Je règle alpha égal à 0. Et cette fois-ci, on voit qu'il apparaît un transitoire. Mais le courant dans le moteur n'a pas changé de signe. Donc on recommence. Brutalement alpha égal à 0. On voit que le courant ne change pas de signe. On ne peut pas récupérer d'énergie dans ce cadre-là. Voici quelques explications sur le fonctionnement sur 2 cadrans du pont H. Comme pour le fonctionnement sur un seul cadran, la machine à courant continu est placée en parallèle avec l'interrupteur K2. Dans ce cas-là, il n'y a rien dans la branche centrale qui est ouverte. Les transistors de K3 et de K4 sont commandés de façon complémentaire. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le transistor de K4 est fermé, on a un simple fil ici. À ce moment-là, celui de K3 est ouvert. Ce point-là est donc au potentiel 0 volts. Ce point-là au potentiel 50 volts. Et donc, on obtient ici, aux bornes de la diode de K3, moins 50 volts. Cette diode est donc bloquée. Et c'est tout l'interrupteur K3 qui est ouvert. D'après la loi des nœuds, aucun courant dans K3, aucun courant dans la branche centrale, il n'y a non plus aucun courant dans l'interrupteur K4. Donc on peut oublier la branche constituée de K3 et de K4 du pont H. Tout se passe comme si on avait uniquement la branche constituée de K1 et de K2. Dans les phases de traction, le courant moyen I0 qui parcourt la machine à courant continu, qui est la valeur moyenne de IS. Alors ici on a représenté la machine à courant continu comme une source idéale de courant, c'est-à-dire qu'on a négligé les fluctuations de courant à l'intérieur de la machine à courant continu. Ce courant moyen, il vaut alpha E moins E' sur R. Alpha E, c'est la tension moyenne aux bornes de notre charge, la machine à courant continu, et E', c'est la force contre-électromotrice, qui dépend évidemment de oméga, de la vitesse de rotation de notre machine à courant continu. Eh bien, lorsque alpha E est plus grand que E', I0 est positif, et on voit que dans les phases où il va y avoir la tension grand E appliquée à notre machine à courant continu,
on va retrouver cette tension grand E ici, égale à 50 volts. Et à ce moment-là, en convention récepteur, le produit EI0 est positif, notre machine est réceptrice. On va quand même pouvoir moduler, comme on le fait avec un hacheur, un cadran, la puissance transférée de l'alimentation vers notre machine à courant continu. Dans ces phases de traction, on commande à l'ouverture transistor de K2, donc lui il est toujours ouvert. La diode K1 ne sera jamais passante. À ce moment-là, quand le transistor de K1 est fermé, eh bien c'est là où on impose grand E aux bornes de la machine et où on transfère de la puissance. Mais lorsque le transistor de K1 est ouvert, le courant I0 de la machine à courant continu va s'écouler dans la diode de K2 qui est la diode de roue libre. Donc on retrouve le fonctionnement qu'on avait sur un seul cadran. Cependant, la différence, c'est que dans les phases de freinage, on l'a vu lorsque on ramène brusquement le rapport cyclique à 0, en fait, il suffit que ce rapport cyclique devienne plus petit que E' sur E pour que le courant I0 change de signe dans la machine à courant continu et qu'il devienne négatif. Alors, comme précédemment, dans les phases où on aura la tension grand E au bord de notre machine à courant continu, la puissance reçue E fois I0 va cette fois-ci être négative et la machine à courant continu se comporte comme une génératrice. Et bien, même dans ce mode dit mode de freinage, on va pouvoir contrôler la puissance transférée de l'alimentation vers notre machine à courant continu. Alors cette fois-ci, c'est le transistor de K1 qui est toujours commandé à l'ouverture. La diode de K2 qui ne sera jamais passante. Et on contrôle cette puissance en ouvrant plus ou moins longtemps le transistor de K2. Lorsqu'il est ouvert, c'est la phase où il y a un échange d'énergie entre l'alimentation et la machine à courant continu. Le courant positif, il va faire ça. Il va donc parcourir ici la diode qui sera passante. Voilà ce qui va se passer dans les phases où le transistor de K2 est ouvert. Dans les phases où il est fermé, il joue le rôle de la diode de roue libre, puisque ce courant que l'on a représenté positif, eh bien cette fois-ci, il va s'écouler de cette façon-là. Il est à noter dans ce qu'on vient de voir que l'alimentation devrait être réversible pour pouvoir recevoir une puissance positive, alors qu'elle est censée, elle, délivrer de la puissance. Comme ce n'est pas le cas, on a vu sur la façade de notre maquette pédagogique qu'il y avait possibilité de récupérer l'énergie dans les phases de freinage, mais au lieu de l'envoyer vers l'alimentation continue, eh bien on va l'envoyer vers un rhéostat. Alors bien sûr, dans un montage où on souhaiterait récupérer vraiment cette énergie, eh bien ici on mettrait un élément d'accumulateur pour aller stocker cette énergie. Dans la maquette pédagogique, il y a une diode qui empêche le courant de rentrer dans l'alimentation et ça permet à la puissance envoyée par la machine à courant continu qui est à ce moment-là génératrice d'être dissipée dans le rhéostat.